Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule très spéciale de Brochu en direct. Comme maintenant vous le connaissez, le général Delaware, Dominique Delaware, qui est venu à quelques reprises à Radio Infocité venir expliquer aux Québécois tous les enjeux de l'actualité internationale, le conflit en Ukraine. Donc, sans plus tarder, à quelque part en France, j'ai avec moi le général Dominique Delaware. Bonjour à vous et à vos auditeurs. Je suis très content d'être parmi vous au Québec. Je pense d'ailleurs que je vais aller au Québec dans pas si longtemps que ça, mais je le dis pas trop pour qu'on m'attende pas à la frontière avec un gros fusil pour me mettre en prison. Donc, mais je pense faire un tour au Québec bientôt. Ah, puis écoutez, on va vous recevoir avec grand honneur et les Québécois vous ont découvert là, avec le conflit en Ukraine et c'est toujours pour nous un grand plaisir et un grand privilège d'avoir votre analyse, votre éclairage et de nous faire contribuer toute votre expérience et vos connaissances. Tout d'abord, monsieur mon général, j'aimerais que vous me donniez votre analyse de ce qui se passe actuellement en Afrique, soit au Niger. Est-ce qu'on doit s'attendre à un embrasement de la région? Qu'est-ce qu'on doit savoir là, en ce moment pour bien comprendre ce qui se passe là-bas? Alors, d'abord, je pense que ce qui se passe en Afrique est le résultat de la politique étrangère française qui a été véritablement désastreuse ces dernières années vis-à-vis de l'Afrique. Donc, ce qui s'est passé déjà au Mali, au Burkina Faso, se passe aujourd'hui au Niger et se passera peut-être ailleurs demain. L'Afrique tout entière, en ce moment, semble bien basculer dans le camp de la multipolarité. C'est-à-dire qu'on l'a vu au dernier sommet Russie-Afrique, où 49 États d'Afrique ont participé à ce sommet et ont apporté en quelque sorte, en participant à ce sommet, si peu que ce soit, un espèce de soutien à la multipolarité et surtout à la Russie qui est en tête de ce combat pour la multipolarité. Donc l'Afrique tout entière est en train de se détourner des Occidentaux, de l'Occident global, qui les a tyrannisés qui les a d'abord colonisés, puis après tyrannisés. On a voulu leur donner des leçons pendant très, très longtemps. On a été parfois même insultant. Je me souviens du président de la République française envoyant le président du Burkina Faso se retirer de la salle de conférence de presse et disant aux journalistes ou aux auditeurs présents que le président africain était allé réparer la climatisation, quoi. C'est méprisant, c'est insultant et ce genre de propos ne peut pas être tenu très longtemps. L'Afrique tout entière a vu ça. Et l'Afrique tout entière, en ce moment, les populations africaines ne sont pas très pro-françaises. Je veux dire qu'elles sont en train de se retourner majoritairement contre la France et c'est ce qui entraîne l'affaire du Mali, qui a entraîné l'affaire du Mali, l'affaire du Burkina Faso et aujourd'hui l'affaire du Niger. Donc c'est un résultat logique d'une évolution de la pensée des Africains à notre égard. Nous ne sommes plus en odeur de sainteté en Afrique. Voilà. Est-ce que vous pouvez préciser aussi, je trouve que la France a le dos large concernant la période coloniale. Pouvez-vous remettre les pendules à l'heure concernant parce qu'on a vu beaucoup de critiques de la part du régime que les Français auraient exploité la population africaine. Pouvez-vous nous mettre les pendules à l'heure là-dessus? Alors, d'abord, je crois que vous aurez demain un grand spécialiste de la question qui vous remettra ça en détail parce que c'est le meilleur expert que je connaisse, Bernard Lugan, qui interviendra demain sur votre antenne.
Donc, il vous en dira beaucoup plus que moi, hein. Moi, ce que je sais, c'est ce que j'ai appris au fil du temps, c'est-à-dire que la France avait quand même apporté des choses. Elle n'avait pas fait que prendre, elle a apporté des hôpitaux, elle a apporté des écoles, elle a construit des routes, elle a construit des villes. Hein. Donc tout ça, on ne peut pas le rayer d'un trait de plume en disant que la France n'a été qu'un horrible colonisateur. Non, euh, et il y a des gens qui ont participé à cette colonisation et qui étaient sincèrement, qui voulaient sincèrement apporter quelque chose et qui ont apporté quelque chose. Donc ça, il ne faut pas non plus dire en permanence que la France est coupable de tous les maux. Et Bernard Lugan vous le dira beaucoup mieux que moi demain, hein, dans votre émission, et parce que lui a l'expertise et les détails il a cette connaissance de l'Afrique que je n'ai pas à son niveau. Donc, humblement, oui. Partagez-vous l'opinion des gens qui disent que les Français ont eu le défaut de suivre les politiques coloniales des Anglo-Saxons, des Américains ces dernières années, de la haute finance qui fait que la France a perdu pied en Afrique? Alors c'est vrai que l'image de la France en Afrique a beaucoup évolué, hein. Elle a beaucoup évolué ces dernières années. Moi, je me souviens de l'époque où je voyageais dans les pays d'Afrique du Nord et où le touriste français était applaudi. Et pourquoi il était applaudi? Tout simplement parce que ce sont des pays majoritairement musulmans, hein, qui avaient apprécié que pour une fois, un président français en visite à Jérusalem prennent du recul vis-à-vis de la gouvernance israélienne et se posent en défenseur un petit peu des droits des Palestiniens. Donc ça nous avait valu ce qui était une indépendance vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis du Royaume-Uni aussi, hein, les anglo-saxons, comme vous le dites, qui ont mené le monde pendant une très très longue période. Et donc cette indépendance nous valait la gratitude des populations, et je me souviens, bon, il y a 20 ans de ça, c'était pas si vieux, hein, on était applaudis parce que Chirac avait su dire non à l'invasion de l'Irak, hein, non à la guerre d'Irak. Il l'avait dit avec son ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin. Donc à chaque fois qu'on a réussi à prendre nos distances vis-à-vis des États-Unis et des anglo-saxons d'une manière générale, et de l'OTAN, à chaque fois, on avait la cote en Afrique. Mais là, effectivement, notre inféodation complète, notre soumission complète à l'OTAN ne nous rapporte pas grand-chose en Afrique, bien au contraire. Je pense que les Africains ne sont pas dupes, hein, ils savent très bien ce que veulent les Occidentaux, c'est-à-dire les Anglo-Saxons qui essayent de nous pousser hors d'Afrique et pour récupérer, eux, des biens, des minerais, de piller l'Afrique, quoi. Ceux qui veulent piller l'Afrique aujourd'hui, bon, ils sont présents, hein. Au Niger, vous avez une délégation américaine qui est présente, un petit détachement militaire américain qui est présent au Niger aussi, hein. Il n'y a pas que les Français au Niger actuellement qui étaient en accord qui avaient des accords avec le gouvernement nigérian de Bazoum, le président déchu. Oui. Donc il n'y a pas que les Français, il y a également les Américains qui sont présents. Et donc, vous croyez pas véritablement un embrasement là dans les prochains jours? Il y en a qui parlent d'une intervention qui viendrait du Nigeria, d'autres ont les yeux sur le Tchad. Qu'est-ce que vous surveillez, vous, là, dans les prochaines heures là, qui attire votre attention, là? Moi, personnellement, je ne crois pas à l'intervention militaire, hein. Je crois qu'il s'agit là encore de montrer ses muscles, de montrer qu'il y a des États qui soutiennent encore l'Occident global, hein, et que donc peut-être il pourrait y avoir, mais on est encore dans le discours, là. Moi, ce que je constate, c'est que l'Algérie, qui est quand même le plus grand pays du secteur, hein, et c'est celui qui a l'armée la plus puissante, beaucoup plus puissante que celle du Nigeria ou des autres États de la CEDEAO,
l'Algérie vient de dire, il y a quelques heures à peine, hein, qu'elle se prononçait contre toute intervention militaire contre le Niger et que toute intervention contre le Niger serait une intervention qui menace l'Algérie, quoi. Donc elle se solidarise un petit peu quand même du Niger sur le plan de l'intervention militaire. Par contre, elle dit, mais là aussi ce sont des paroles, elle dit qu'elle est bien sûr pour le retour à l'ordre constitutionnel, etc. Donc, mais elle s'est prononcée fermement contre l'intervention militaire. Si l'Algérie se prononce contre l'intervention militaire au Niger, l'intervention militaire au Niger n'aura pas lieu. C'est clair. Parfait. Vous interrogerez, je pense que... Ah oui, M. Lugan, demain, va nous éclairer aussi également là-dessus. Non, on est actuellement dans le discours, hein, on essaye de convaincre la junte de revenir en arrière, de remettre le président déchu au pouvoir. Je ne pense pas qu'elle le fasse, hein, parce qu'elle sait qu'elle n'est pas seule aussi, hein, elle est soutenue, allez, on va dire, par les deux pays, Burkina Faso et Mali, bien sûr, hein, mais pas que. Pas que. Elle a également, qu'on le veuille ou non, derrière, vous avez un peu de Russie quand même. Hein, il faut pas être naïf. La Russie va sauter sur l'occasion pour élargir sa place dans la région. Hein. La Russie est déjà présente au Mali et elle le sera probablement demain au Niger. Mon général, c'est l'effectivité de ça, de l'armée des Wagner. Certains parlent de 5 000 qui seraient présents, 6 000. En quoi les Wagner peuvent jouer un rôle important maintenant avec ce qu'on connaît de Prégogine? Est-ce qu'on peut craindre, est-ce que les Anglo-Saxons craignent en ce moment ce que pourrait développer la Russie dans cette région-là? Moi, je pense que la Russie, d'abord dans l'Afrique tout entière, a la cote. Hein. Elle a plus de cotes que nous. Alors, elle a réussi sa bataille de l'information et de la communication mieux que nous. On est en train de dire un peu partout que la Russie a perdu la bataille de la communication. C'est peut-être vrai dans l'entre-soi des Occidentaux, c'est-à-dire entre nous, dans nos pays à nous, mais nos pays sont à la fois ce sont des grands pays, mais en termes de population, on ne représente que moins d'un milliard d'habitants. On est à 900 millions d'habitants en Occident sur 8 milliards de la planète. Donc on est une toute petite partie. Alors dans cette partie-là, on a gagné la bataille de la communication, mais partout ailleurs, c'est-à-dire pour les 7 milliards qui ne sont pas autour de l'OTAN, on a perdu la bataille de la communication. On l'a perdu en Afrique, ça c'est clair, hein, on l'a vu au dernier sommet Russie-Afrique, mais on l'a perdu également, on l'a perdu en Amérique du Sud, hein, toute l'Amérique du Sud, et on a vu que les dirigeants occidentaux se sont fait virer pratiquement d'Amérique du Sud quand ils sont venus au Congrès des États sud-américains et qu'ils ont essayé de convaincre les Sud-Américains de condamner la Russie. Ça n'a pas marché. Et pareil dans la plupart des pays d'Asie. Je ne parle pas bien sûr du Japon, de Taïwan ou de la Corée du Sud, qui sont des alliés de l'Occident, mais pour le reste de l'Asie, on n'a pas gagné la bataille de la communication en Asie. Très intéressant ce que vous dites sur au niveau des communications, parce que moi, je le dis aussi depuis le début, il ne faut pas reprocher aux Russes de perdre une bataille des communications en Occident où ils n'ont pas accès aux plateaux de télé, ou quand on leur donne, on les présente sous un mauvais angle. Donc, moi, j'ai trouvé un peu bizarre que certains reprochent aux Russes d'avoir perdu cette guerre-là, de ne pas avoir été assez habiles. C'est parce qu'ils, tout simplement, ils ne la contrôlent pas en Occident. Elle est contrôlée par des gens qu'on cherche encore qui, mais éventuellement, on sera peut-être capable de les identifier. Mais c'est intéressant ce que vous dites, puis c'est la première fois que je l'entends, celle-là, que la guerre de communication ailleurs qu'en Occident, elle est perdue, c'est terminé. Pour nous, oui. Pour l'Occident, c'est terminé. On le voit chaque jour un peu plus. Et on n'a même pas été fichu
garder le Moyen-Orient, producteur de pétrole, c'est-à-dire des gens comme Ben Salman. Ben Salman, mon général, vous êtes d'accord avec moi que l'image qu'on le voit serrer la main à Vladimir Poutine plus tard dans l'histoire, on gardera cette image-là comme un grand tournant de l'histoire et de la perte de l'hégémonie américaine. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, hein, c'est clair et net. Hein. Alors, il reste à espérer que Ben Salman ne soit pas assassiné, parce qu'on a quand même une grande expertise pour faire assassiner les gens qui ne nous conviennent pas. Hein. Donc, Ben Salman est à risque, et j'espère pour lui qu'il se garde bien et qu'il est bien gardé, mais il n'y a pas que Ben Salman, hein, tous les émirs de la région, hein, que ce soit au Qatar, que ce soit aux Émirats arabes unis, ont changé, ont tourné le dos à l'Occident et se rapprochent de la Russie. Hein. Et c'est la Russie qui détient finalement la clé du robinet mondial pour le gaz et le pétrole. C'est la Russie qui l'a. Bon, bien sûr, les États-Unis ont leur propre production, la Norvège en a aussi un petit peu. Enfin, il y a quelques mais pour l'essentiel, pour 80 ou 90% des ressources énergétiques, gaz, pétrole, c'est la Russie qui tient le robinet. Hein. Tous les pays producteurs de pétrole sont dans l'orbite aujourd'hui, presque tous, en dehors des États-Unis eux-mêmes, mais sont presque tous dans l'orbite russe. Je veux parler, par exemple, de l'Iran, du Venezuela, qui est dans l'orbite russe, de l'Algérie, qui est dans l'orbite russe, et même le Nigeria, qui était présent, bien sûr, au sommet Russie-Afrique. Hein, très, très peu de dirigeants africains, 4 seulement, se sont abstenus d'y aller. Bon, je ne sais pas exactement les noms des 4 pays en question, mais tous les grands pays d'Afrique ont été au sommet Russie-Afrique, hein, et ont signé des accords avec la Russie. Donc là, vous m'expliquez qu'une des pierres angulaires là, des forces de l'hégémonie américaine, qui étaient les communications développées par Hollywood, développées depuis plusieurs années, où ce qui nous joue dans le cerveau, et maintenant les médias continuent le travail, ben ça ne va pas bien. Parlons du deuxième, qui est le dollar, l'hégémonie du dollar américain, ce basculement du monde-là et la rencontre qui s'en vient à Johannesburg, en Afrique du Sud. Est-ce qu'on doit s'attendre d'ici là à une montée en tension encore une fois, même s'ils sont extrêmement tendus en ce moment? Olivier Delamarche est venu nous dire ici à Radio Infocité que cette guerre-là n'est pas que militaire et de communication, elle est essentiellement monétaire. Alors, pouvez-vous expliquer l'état de la situation en ce moment, de ce basculement du monde-là? Oui, oui, tout à fait. La situation est économique et monétaire et également commerciale. En ce moment, il y a des mouvements très importants qui se déroulent. Quand on examine, par exemple, la dette US et les bons du Trésor US, beaucoup de pays aujourd'hui sont en train de se débarrasser des bons du Trésor US, ce qui va mettre l'économie US en grande difficulté, parce que pour emprunter, ça deviendra de plus en plus difficile. Et d'ailleurs, l'agence de notation Fitch, qui est une des 3 grandes agences de notation avec Moody's et Standard & Poor's, Fitch vient de déclasser la note de l'économie des États-Unis. Donc ça, c'est nouveau, hein, ça date d'il y a quelques jours, mais c'est très important, parce que ça montre que même les agences de notation occidentales s'aperçoivent que l'économie US n'est plus très solide et qu'il faut se méfier avant d'accepter tous les bons du Trésor américain, quoi. Et ça va porter préjudice aux États-Unis. Hein. Donc évidemment, avant le sommet de Johannesburg, les États-Unis sont tendus. Ils sont tendus parce qu'ils savent bien qu'il va se passer des choses, qu'il y aura des annonces. Alors ils savent peut-être pas encore lesquelles, mais ils savent bien que d'abord tous les pays d'Afrique ont été invités, hein, à assister, alors pas à tout le sommet, mais à certaines parties du sommet. Donc on verra bien si l'Afrique répond présent
autour des BRICS, comme elle a répondu présent derrière la Russie, on va voir ça. Et je pense qu'en coulisses, en ce moment, il doit y avoir des travaux, des pressions terribles exercées par les États-Unis au niveau des ambassades pour essayer de faire en sorte que tout le monde n'aille pas se précipiter en Afrique du Sud, quoi, autour des BRICS, parce que ça serait une image désastreuse, une fois de plus, pour la coalition occidentale, hein. Donc, et pour la France aussi, hein. Donc, on va bien voir, mais ce sommet, pour moi, est très important. On va y voir certainement des annonces sur l'élargissement. Alors, l'élargissement ne se fera pas immédiatement, je pense, hein. Les candidatures ont été déposées il y a 1 an, mais il y a un processus d'admission qui est assez lent, hein, qui peut prendre 1 an de plus encore, mais on connaîtra les pays qui seront admis l'année prochaine. On les connaîtra parce que leur candidature aura été acceptée. Alors, être candidat, ça ne veut pas dire être déjà un pays BRICS, mais ça veut dire la quasi-certitude de rentrer dans les BRICS. Donc on verra ça, et le basculement du monde, il est là. Parce que déjà, les BRICS, en parité de pouvoir d'achat, ont un PIB cumulé, les 5 pays BRICS, qui est supérieur à celui du G7. Supérieur à celui du G7, à 5. Mais s'ils admettent des grands pays comme l'Indonésie, comme l'Argentine, comme l'Arabie Saoudite, bien sûr, hein, l'Algérie, s'ils admettent plusieurs candidatures, je ne sais pas combien, hein, l'Occident global est cul par-dessus tête, hein, c'est fini. On est loin derrière en puissance économique. Et autour de cette nouvelle puissance économique des BRICS, les BRICS pourront créer quelque chose de nouveau, un monde nouveau, avec des institutions nouvelles, des banques nouvelles, enfin, qui existent déjà, mais auxquelles les autres pays pourront adhérer, comme la Banque de développement des BRICS, par exemple, hein, qui est tenue par Dilma Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil. Donc, toutes ces institutions nouvelles vont mettre par terre ce monde construit par l'Occident au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, hein, avec le FMI, la Banque mondiale, le dollar, etc. C'est fini. Ça va être fini dans peu de temps. Et c'est peut-être ce que Poutine attend en Ukraine. Hein, il attend de voir ce monde nouveau émerger à l'occasion du sommet de Johannesburg. Et puis, on verra bien. Hein, mais... Mon général, qu'est-ce qui va arriver avec toutes les monnaies occidentales qui sont souvent adossées au dollar américain? Il est facile à comprendre là, que les Américains n'ont plus le monopole en matière militaire pour imposer leur dollar dans le monde. On l'a vu avec l'Arabie Saoudite, vous en avez parlé tantôt. Mais du côté là, justement des 750 milliardaires aux États-Unis, ceux qui possèdent la richesse, il y en a aussi qui vont réaliser là, qu'ils vont tout perdre. Comment vous prévoyez, comment les États-Unis, l'Empire anglo-saxon, pourraient se mettre au diapason des autres, d'accepter un monde multipolaire? Ça va passer inévitablement par les banquiers, parce que j'ai déjà de l'information, moi, qui me dit qu'il y a déjà des financiers en Occident qui ont commencé des pourparlers. C'est Jean-Claude Pomerleau qui nous en parlait, parce qu'il y a des banquiers qui doivent voir arriver le phénomène et qui essaient de trouver des solutions en ce moment. Est-ce que c'est le cas ou c'est complètement inexistant en ce moment? Non, moi je pense, vous avez raison, que c'est le cas. Hein. C'est-à-dire les milliardaires sont des gens qui sont informés beaucoup plus que nous et surtout beaucoup plus tôt que nous. Nous, quand on a l'information, eux, ils l'avaient déjà bien avant. Et donc, ils savent déjà ce qui va arriver. Hein. Ils savent que le monde multipolaire est inéluctable. Aujourd'hui, hein, c'est fini. La partie est perdue par l'Occident. Et donc, ce qu'ils vont essayer de faire, bien sûr, c'est de sauver leurs meubles. Ça va être du chacun pour soi. Et chacun va essayer de réinvestir dans d'autres pays et dans d'autres monnaies, de réinvestir leurs biens de manière à ne pas tout perdre. Donc, je ne me fais jamais trop de soucis pour les milliardaires. Hein. Ils réussissent toujours à sauver une
grande partie de leur fortune, et ils n'en sont pas à quelques dizaines de... Pour certains d'entre eux, ils n'en sont pas à 10 milliards près. Hein. Quand vous savez que les deux milliardaires les plus riches ont respectivement 187 et 180 et quelques milliards de dollars, bon, quand on a 180 milliards de dollars, on peut en perdre 10, 20, 30. On n'est pas dans la difficulté, quoi. Ouais. Il en reste encore quelques-uns. Donc, je pense que chacun va essayer de sauver les meubles, hein, et d'investir. Donc, c'est très intéressant de regarder aujourd'hui ce qu'il advient économiquement du dollar. Et en particulier, moi, je regarde de manière très, très précise la dette américaine. Et la dette américaine, on s'aperçoit, hein, la Chine, par exemple, largue à peu près 20 ou 30 milliards par mois de la dette américaine. Donc, la Chine a culminé avec une part de la dette américaine qui était de 1300 milliards de dollars il y a quelques années. Elle n'en est plus qu'à 800 aujourd'hui. 800 milliards de dollars. Donc, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Alors, elle ne veut pas tout remettre sur le marché d'un seul coup parce qu'elle ne veut pas non plus bousculer l'économie mondiale, mais elle le fait progressivement et régulièrement depuis déjà depuis le début de l'opération spéciale. Je peux vous garantir qu'elle a mis à peu près 20%, elle a rendu, ou elle a remis sur le marché 20% des bons du Trésor américain qu'elle avait. Et petit à petit, elle est en train de s'en débarrasser. Et elle n'est pas la seule. Tous les pays avisés, on les voit, hein, les statistiques sont publiées par le secrétariat d'État au Trésor, et on peut suivre ça de très près, hein, avec un mois de retard, mais on suit ça de très près. Et bon. Et alors, par contre, il y a des mouvements très intéressants que j'ai notés ces temps derniers, c'est sur le commerce. Le commerce avec la Chine cette année, sur les 5 premiers mois de l'année 2023, le niveau des échanges entre les États-Unis et la Chine a baissé d'environ 30% par rapport à l'année précédente, ce qui est inédit dans l'histoire du commerce. Il y a eu des évolutions, mais les évolutions étaient lentes. Là, il y a une évolution brutale entre les 5 premiers mois de l'année 2022 et les 5 premiers mois de l'année 2023. Le niveau des échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis ont baissé de 30% en un an. Ça, c'est du jamais vu dans une période aussi courte et pour une ampleur aussi importante. Donc, il se passe des choses aujourd'hui, hein, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans la finance, où, je l'ai dit, les agences de notation commencent à s'interroger sur la fiabilité du dollar états-unien, hein, sachant que tout le monde s'en débarrasse. Et tout ça, ça va jouer, et ça joue un rôle très important dans la suite, ça va jouer un rôle très important dans la suite et surtout dans la fin de la guerre en Ukraine. Voilà. C'est lié. La guerre économique, la résilience économique, c'est ce qui donnera le vainqueur en Ukraine. Je le dis et je le répète, moi, depuis 1 an et demi, 2 ans, enfin 1 an et demi. Ben oui, parce qu'on voit, on constate qu'au niveau militaire, ça va pas bien. On parle de pertes d'environ 350 000 soldats ukrainiens, plus les blessés. Je le sais qu'il est difficile de parler de chiffres en temps de guerre. Je ne vous demande pas là, de me dire un nombre précis, mais est-ce que ça vous apparaît raisonnable, les derniers chiffres qui sont sortis en Ukraine, surtout qu'on n'arrête pas de nous parler du courage du peuple ukrainien, qu'on ne remet pas en question. Mais là, en ce moment, ça ressemble plus à une prise d'otage qu'à un peuple là, qui est courageux. On partage, vous et moi, toute l'angoisse que le peuple ukrainien peut avoir actuellement. On a l'impression que Zelensky n'est pas au diapason de son peuple, qu'on a dit au début du conflit que les Ukrainiens se battent pour des intérêts qui ne sont pas à eux. C'est surtout, et donc, parlez-nous un peu des pertes et de l'état du régime Zelensky en Ukraine. Est-ce qu'on est aux dernières heures de cette logique mortifère?
Non, je crois que le conflit peut durer encore quelque temps, hein, tout simplement parce que la Russie n'a pas mis le pied sur l'accélérateur. Alors beaucoup reprochent à la Russie de ne pas y aller assez vite, de ne pas gagner assez vite, l'accusent presque de prudence excessive ou de faiblesse. La Russie n'est pas faible. La Russie, elle laisse du temps au temps, parce que c'est le temps qui va permettre de faire évoluer la balance économique dont nous parlions tout à l'heure. Hein. C'est le temps qui va permettre de mettre à bas les économies occidentales, hein, et peut-être même l'hiver prochain. Donc moi, je n'attends rien de la fin du conflit parce que la Russie y va relativement doucement. Alors sur le plan des pertes, c'est certain que les assauts répétés, et particulièrement depuis le 4 juin dernier, les assauts répétés des Ukrainiens sur les positions russes, très installées, très organisées, qui ont la supériorité aérienne, qui ont la supériorité de l'artillerie, bien sûr, hein, qui ont organisé le terrain avec des mines de partout. Bon, c'est quasiment infranchissable, hein, c'est du suicide que de lancer des offensives. Et je pense que les chiffres cités par le ministère russe de la Défense sur les pertes ukrainiennes pendant les deux mois seulement de contre-offensive, la fameuse contre-offensive, sont compris entre 55 et 60 000 hommes. 55 et 60 000 pendant ces 2 mois, sans compter tout ce qu'il y avait avant. Hein, donc c'est considérable. Bon, pour moi, des pertes, je parle de tués, parce qu'il y a les tués, il y a les blessés, il y a les gens qui peuvent encore être remis en service et les gens qui ne le peuvent plus, hein, parce qu'ils ont perdu un bras, une jambe ou je ne sais quoi. Je pense que le chiffre de 300 000 tués est tout à fait plausible. Alors, je ne dis pas que c'est ce chiffre-là, mais le chiffre me semble plausible, raisonnable. Hein, c'est à peu près ça. Alors, chez les Ukrainiens, le rapport, normalement, dans un conflit normal, quand on peut évacuer les blessés, c'est à peu près un tué pour 3 ou 4 blessés. C'est le chiffre, la statistique normale. Mais quand on peut évacuer les blessés, mais si on ne peut pas les évacuer, les blessés se transforment en morts. Et donc, le rapport entre les blessés, les morts et les blessés n'est plus de 1 à 4, il est de 1 à 2 peut-être. Ceux qui peuvent se sortir eux-mêmes, qui sont blessés, mais qui peuvent se sortir eux-mêmes de la zone mauvaise, ou ceux qui sont blessés, mais qui sont récupérés par les Russes et soignés par les Russes et faits prisonniers, quoi, on va dire. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'Ukrainiens qui ne sont pas tous idiots, hein, et qui savent que de toute manière c'est la mort qui les attend, bah, beaucoup préfèrent se rendre à un moment ou à un autre, hein, et le nombre de prisonniers dans le camp, nombre de prisonniers ukrainiens est certainement très supérieur au nombre de prisonniers russes faits par les Ukrainiens. Le nombre de prisonniers ukrainiens faits par les Russes est supérieur, très supérieur au nombre de prisonniers russes faits par les Ukrainiens, ça c'est clair. Ah oui. Et donc, vous dites que ça peut durer encore 1 an. On remarque là le changement d'attitude, entre autres, là, des Britanniques sur le territoire ukrainien, où on semble diriger sur le front, ça va pas bien. Et là, on sent un changement de stratégie depuis quelques semaines, où là, on envoie des drones sur Moscou, où là, la logique terroriste semble être le seul issue au régime de Zelensky là, pour essayer d'embarquer l'Occident avec eux. Ça peut aller loin, ça, mon général. Est-ce que vous dites qu'on peut attendre encore 1 an? Moi, j'ai l'impression que les tensions sont tellement élevées qu'à un moment donné, les Russes vont se tanner. Il y a Bechegolovko qui dit pensez pas que les Russes peuvent attendre encore bien du temps. Il va falloir à un moment donné qu'ils règlent la question une fois pour toutes. Puis il y a McGregor, votre confrère, qui a dit faites attention, les Russes, en attendant trop, vous risquez de créer des événements, et c'est ce que je crains.
des événements là, qui pourraient nous mener vers une guerre peut-être nucléaire. Est-ce que ça vous fait peur, ça? Non, moi, ça me fait pas peur. Bon, je connais bien mon ami MacGregor, parce que c'est mon ami. Hein. Il voit le conflit, nous voyons une légère différence d'approche dans le conflit en Ukraine. Lui, il voit surtout le côté militaire de l'affaire, et moi, je vois surtout le côté économique. C'est-à-dire que pour moi, l'Ukraine n'est qu'une toute petite partie d'un bras de fer mondial, et que dans le bras de fer mondial, la Russie doit gagner un peu de temps pour que les économies occidentales finissent de s'effondrer, parce qu'elles sont en voie d'effondrement, hein, les économies occidentales. Moi, je ne sais pas chez vous au Québec, mais chez nous, on voit bien qu'il y a des problèmes énormes. Hein. Le coût de l'énergie, on nous annonce en fin d'année, là, on vient d'avoir une hausse de 15% du coût de l'électricité, on va encore en avoir une de 10%, ou l'inverse, mais ça fait 25% en 6 mois, quoi. Et on en avait déjà eu une avant qui était du même ordre. Donc on a des hausses terribles, et les salaires ne suivent pas, donc les gens vont se trouver dans la difficulté, et des gens dans la difficulté vont finir par se fâcher. C'est clair. Et ils se fâcheront en France, mais ils se fâcheront aussi en Allemagne, ils se fâcheront en Grande-Bretagne, ils se fâcheront dans tous les pays d'Europe, et ils se fâcheront aussi aux États-Unis. Hein, c'est-à-dire que c'est ce que Poutine attend, hein, c'est-à-dire l'effondrement, l'implosion des économies occidentales, hein, qui vont être en difficulté, elles vont manquer d'énergie. Hein. L'énergie, ça coûte de plus en plus cher, et celui qui a le robinet de l'énergie aujourd'hui, c'est Poutine. Hein. Tous les pays producteurs d'énergie aujourd'hui sont dans le camp, presque tous, hein, sont dans les principaux grands producteurs d'énergie sont dans le camp de la multipolarité. Hein. Je veux parler bien sûr des pays du Moyen-Orient, je veux parler du Venezuela, je veux parler de l'Iran, de l'Algérie, etc., etc. Quoi. On peut multiplier les exemples. Hein. Celui qui tient le robinet de 80% ou 90% de l'énergie mondiale, c'est le président Poutine, hein, et ses amis, c'est le camp de la multipolarité. Et ce camp-là, il attend avec intérêt de voir ce que devient l'ancien hégémon, c'est-à-dire les États-Unis, qui ont donné des leçons à la terre entière et qui aujourd'hui se retrouvent en difficulté. Ça, c'est clair. Bon, général, pour terminer, la dernière vidéo qu'on a fait ensemble, on a dû changer le titre de la capsule parce qu'on s'était fait censurer. Donc, j'aimerais 2 commentaires pour terminer, c'est-à-dire, sentez-vous un changement d'attitude dans les médias en ce moment face à tout ce qui se passe là, dans le conflit en Ukraine? Et c'est le titre de la capsule qu'on a dû changer, c'était les 10 raisons qui fait que, selon vous, la Russie va gagner cette guerre. Est-ce que, 1, vous avez changé d'opinion, et 2, la presse là-dedans, quand est-ce, vous m'avez parlé là, juste avant l'entrevue que vous aviez remarqué des signes qu'il y a certains qui commencent à voir la réalité. Donc, pour terminer sur ces 2 points. Oui, bien sûr. Hein, les médias occidentaux, j'ai la conviction que beaucoup d'entre eux menaient la guerre de l'information, et que beaucoup des gens qui intervenaient ne croyaient pas ce qu'ils disaient, quoi. C'est pas possible autrement. Hein. Donc, l'Ukraine ne pouvait pas gagner contre la Russie, hein, compte tenu à moins de faire des erreurs d'appréciation colossales. Alors, je sais qu'il y en a eu de fait par les États-Uniens et par les membres de l'OTAN, mais bon, la Russie va l'emporter. Donc, les 10 raisons, elles n'ont pas changé. Hein. La Russie va l'emporter pour les 10 raisons que j'avais données à l'époque. Hein. Elle n'est pas isolée, elle a des moyens qui sont disproportionnés par rapport à son adversaire, elle a une capacité de production de munitions au fur et à mesure des besoins, ce que n'a pas l'Occident. Hein. Nous, on a vidé nos soutes et on se retrouve fort démunis au moment où, si par hasard il fallait intervenir, on serait bien ennuyé. Et puis on s'aperçoit aussi que de nouveaux fronts sont ouverts contre nous. Par exemple, ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est un nouveau front pour la France. Et on ne peut pas être à la fois au four et au moulin. On ne peut pas être en Ukraine un
à vouloir partir le sabre au clair, et puis en Afrique à essayer de sauver les meubles, quoi. Donc non, je pense que les médias sont en train de réaliser tout ça, et ils sont en train déjà de choisir le bouc émissaire, hein, celui qui va payer la facture. Et celui qui va payer la facture, c'est Zelensky, évidemment. Hein. Il va payer la facture, et il sera accusé par les pays de l'OTAN de ne pas avoir bien appliqué les directives que l'OTAN lui donnait. Il va être accusé, et le peuple ukrainien avec, d'ailleurs, hein, parce que l'OTAN n'a de respect pour personne. Hein, donc, il va accuser le peuple ukrainien de ne pas avoir été assez bon, malgré tous les moyens qu'on leur a donnés, quoi, qui étaient en fait, on leur a donné des moyens, mais qui étaient des moyens obsolètes chez nous, hein, qui étaient parmi les plus anciens. On leur a pas donné, et puis on les a donnés à petite dose, homéopathiques, qui sont fait détruire au fur et à mesure de leur arrivée. Donc tout ça, on est au moins aussi fautif dans la défaite. On sera au moins aussi fautif que ne l'est Zelensky, mais comme il faudra bien un bouc émissaire, il a déjà été choisi, et on l'a vu à Vilnius. À Vilnius, on a vu les pays occidentaux qui commencent déjà à s'irriter et à tourner le dos à Zelensky. Donc ça, c'est des choses que n'importe qui peut voir. Hein. Bon. On sait que ces puissances-là ont des dossiers sur leurs serviteurs. Et Zelensky, on n'a pas voulu en parler, on a tenu ça caché, toutes sortes de scandales financiers qui entourent ce régime-là. On a essayé de nous faire croire que c'était une démocratie naissante, qu'on devait absolument aller protéger si on était du bon côté. Et là, comme vous nous faites constater aujourd'hui, celui qu'on avait nommé le Churchill des temps modernes, ben, le deuxième risque de ne pas finir comme le premier. Oui, celui-là, il va avoir des problèmes. Alors, il est quand même protégé parce que c'est pas. Il a été classé quand même numéro un au palmarès de l'influence du Jérusalem Post. C'est un palmarès confessionnel, évidemment, qui ne concerne qu'une partie de l'humanité, une toute petite partie de l'humanité, mais il est numéro un. Et quand on est numéro un au palmarès du Jérusalem Post, on n'est pas n'importe qui. On est un peu promu et protégé par ce classement merveilleux. Et ce n'était pas la première fois. Il avait déjà été nominé. Il était que troisième au moment de son élection à la présidence. Donc c'est un personnage quand même, hein. Mais c'est un personnage qui, comme tous les personnages de son gouvernement, sont des gens un peu corrompus. Hein. Là, par exemple, le ministre de la Défense, hein, il a été pris les doigts dans la confiture, hein, de la corruption, hein, et Zelensky devait le virer, quoi. C'était prévu. Et puis, il n'a pas pu le virer parce qu'il, lui aussi, bon, il n'était pas au palmarès du Jérusalem Post, mais il aurait pu y être. C'est quelqu'un qui est lui aussi protégé par son appartenance à certaines communautés, hein, qui sont. Et donc, il est resté ministre de la Défense, bien qu'ayant été pris les doigts dans la confiture de manière officielle. Il est encore ministre de la Défense, ce gars-là. Et il est corrompu jusqu'à la moelle. Donc, on a la corruption, elle est partout. Bon, c'est pas un secret. Tout le monde le sait, y compris dans nos médias. Hein. Le gouvernement ukrainien d'aujourd'hui est un des plus corrompus du monde. Alors, il y en a peut-être d'autres de corrompus. Hein, et la chose que certains m'ont dit, puis on va finir là-dessus, là, c'est vraiment le dernier point que je veux discuter avec vous. Certains disent même que dans toute cette série de scandales-là, on l'a vu avec Hunter Biden, le fils de Joe Biden, c'est en train de sortir aux États-Unis, on essaye de camoufler, on essaye de toutes sortes de stratégies de communication juridiques pour abrier l'affaire. Et certains disent aussi que un des signes qui va montrer là, que c'est vraiment la fin du régime de Zelensky, et Donald Trump avait essayé, quand il était président, d'avoir ces fameux secrets-là, parce que Zelensky est au courant de ce que des magouilles de la famille Biden a de l'information privilégiée qu'il garde avec lui, qui fait chanter l'administration Biden. Êtes-vous d'accord avec une analyse comme ça? Oui, mais c'est peut-être possible, hein, mais
ça ne sauvera pas. Ça ne sauvera pas évidemment Zelensky. Hein. Vous vous souvenez d'un homme qui avait les moyens de faire chanter le gouvernement des États-Unis tout entier, qui s'appelait Epstein, Ouais. et qui, pas de chance, s'est suicidé ou a été suicidé en prison. Pas de chance. Chanceux, hein. Pas de chance. Il a pas eu de chance. Hein. Bon, lui aussi, c'était un gars qui travaillait pour le Mossad, évidemment. Hein, on le sait aujourd'hui. Hein, et qui a été abandonné par ses. Bon, quand il devenait gênant, quoi. Et il avait trop de secrets et il fallait surtout pas qu'il puisse un jour ou l'autre parler, quoi. Donc il s'est suicidé. Voilà. Et je pense que Zelensky sera ou se suicidera ou sera suicidé lui aussi. Ou assassiné par les Russes. Oui. Hein, Oui, on dira, ou assassiné, mais on dira, s'il est assassiné un jour, on dira que c'est forcément les Russes. Hein. De toute manière, les Russes sont responsables de tout. Hein. Ils ont assassiné Skripal, ils ont tenté d'assassiner, comment il s'appelle, Navalny. Ça fait 2 fois qu'ils bombardent leurs ponts, ils ont fait sauter Nord Stream. Ils bombardent leurs propres ponts. Non, mais bon, dans les narratifs occidentaux, il faut s'attendre à tout. Voilà. Donc, si un jour Zelensky disparaît, ça sera bien sûr, peut-être même disparaîtra-t-il dans une explosion d'un immeuble qu'on attribuera aux Russes, hein, un bombardement russe malheureux qui n'aura jamais existé, mais qui aura détruit quand même l'endroit où se trouvait Zelensky. Bon, c'est une affaire relativement facile à monter pour les Occidentaux. Donc, je serai Zelensky, je me couvrirai bien le soir avant de sortir et je ferai très attention parce qu'on rentre dans une période qui va être dangereuse pour lui. Les Occidentaux sont finalement pressés d'en terminer avec ce conflit qui leur apportera plus de déboires s'il dure que de profit. Donc, il ne faut pas que ce conflit dure. Et il y a aujourd'hui à Washington des tas de gens qui ne veulent pas que ce conflit dure. Il faut l'arrêter au plus vite parce que l'Occident y perd trop de plumes. Et donc, pour arrêter le conflit, l'un des moyens, c'est peut-être de changer la gouvernance de l'Ukraine, hein, c'est-à-dire de faire disparaître Zelensky dans un malheureux bombardement, attribué aux Russes, bien sûr. Hein. Oui. Et voilà, quoi. Et donc, changer la gouvernance et trouver une gouvernance nouvelle qui elle, appellera à la paix. Quelque chose comme ça, mais on peut tout. Alors, on va être traité de tous les noms de complotistes, donc je me garde bien de dire que les choses vont je me garde bien de dire que les choses vont se passer comme ça. Je dis qu'il n'est pas exclu que les choses se passent comme ça. Et moi, je serais Zelensky, je me ferais beaucoup de soucis. Voilà. Merci, mon général, de partager avec le Québec et Radio Infocité et à l'émission Brochu en direct toutes vos connaissances. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Puis, on ressort toujours gagnant d'une rencontre avec vous. Merci pour toute votre générosité. Ouais, et puis, moi, je vous souhaite une bonne interview demain avec Bernard Lugan, qui sera certainement beaucoup plus passionnante que celle que nous avons eue, parce qu'il connaît le sujet de l'Afrique sur le bout des doigts. C'est un africaniste, le meilleur africaniste que je connaisse, et j'espère que tout va bien se passer et que le Québec apprendra beaucoup sur l'Afrique grâce à Bernard Lugan. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.